Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres de ce journal. Ouverture ce samedi du 15e sommet de la francophonie au Centre international de conférence de Diamniadio, près de Dakar. 77 délégations, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement et plus de 5000 visiteurs prennent part à ces sommets dont l'enjeu est de développer la dimension économique de l'organisation. Et puis ce nouveau carnage au Nigeria, la grande mosquée de Kano dans le nord du pays a été attaquée par des kamikazes et des hommes armés. Au moins 120 morts et plus de 200 blessés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je l'annonçais en titre dans l'actualité, ouverture ce samedi au Sénégal du 15e sommet de la francophonie. 77 délégations, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement et plus de 5000 visiteurs, dont un millier de journalistes sont présents dans la capitale sénégalaise. Il convient de rappeler que face à un monde de plus en plus globalisé, les dirigeants de l'Organisation internationale de la francophonie veulent désormais développer la dimension économique. C'est tout l'enjeu du 15e sommet de l'OIF qui se tient du 29 au 30 novembre à Dakar. La francophonie, il faut le rappeler, est régulièrement critiquée pour ses longs discours rarement concrétisés depuis sa création en mars 1970. À présent, je vous propose d'écouter le discours du président sénégalais Macky Sall, un discours qui se tient en ce moment même. Les jeunes et les femmes sont le cœur de notre société. Ils sont le cœur de nos projets. Ils sont le cœur de nos ambitions et le cœur des défis que nous devons relever ensemble. Contre la guerre et la violence, agissons pour la paix, la sécurité et la stabilité. Contre l'ignorance et les dérives extrémistes, édifions des systèmes d'éducation et de formation aptes à résoudre les problèmes du chômage et de la marginalisation sociale. Contre la dégradation de notre environnement, prenons la pleine mesure de nos responsabilités pour un développement solidaire et durable. J'engage à cet égard la communauté francophone a resté mobilisée pour le succès de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique prévue en 2015 à Paris. Voilà, c'est à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture qui se déroule en ce moment même. Il faut rappeler que les chefs d'État et de gouvernement réunis dans la capitale sénégalaise doivent discuter des questions de gouvernance politique sur le continent. Ils doivent aussi et surtout désigner le successeur d'Abdou Diouf qui vient de passer 12 ans à la tête de l'organisation. Mais cette tâche s'avère quand même difficile. 12 ans à la tête de la francophonie. 12 ans pendant lesquels Abdou Diouf aura donné une réelle influence politique à l'organisation. Quand je regarde le chemin parcouru, j'ai un sentiment de satisfaction, pas pour moi, mais pour les équipes que j'ai animées et qui ont amené l'organisation au point où elle est actuellement. Plusieurs ministres des pays membres sont réunis depuis mercredi à Dakar pour tenter de trouver un successeur à Abdou Diouf. Mais le choix semble difficile, comme le confiait le président du Sénégal sur notre antenne. Le souci pour tout le monde, c'est de trouver une personnalité qui soit à son niveau. Je paraphrase avec lui, pas par la taille, parce que ça va être très difficile, mais trouver une personnalité capable de poursuivre ce rayonnement et d'assurer des missions nouvelles qui vont être des missions économiques. 5 candidats se sont déclarés, 4 hommes, tous africains. L'ancien président du Burundi, l'ex-ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice, l'actuel ambassadeur du Congo à Paris et un diplomate guinéen. Une femme également, la Canadienne d'origine haïtienne, ex-gouverneur général du Canada, Michaël Jean. Jusqu'à présent, aucun parmi eux ne s'impose, mais une chose est sûre, François Hollande exclut toute candidature supplémentaire d'un Français. La France, bien sûr, pourrait prétendre. Elle a sûrement des personnalités tout à fait éminentes, mais la France est au service de la francophonie. La France ne se sert pas de la francophonie.
Si un consensus n'est pas trouvé parmi ces candidats, deux solutions semblent émerger. Un vote ou bien la nomination d'une autre personnalité. À ce titre, certains évoquent celle d'un ancien président libanais. Autre pôle d'attraction de ce sommet, le village francophone Sutier dans le Grand Théâtre de Dakar, un village qui est d'ailleurs un cadre d'échange de brassage culturel. Ce village porte le visage de la francophonie. Voici le reportage de l'une de nos équipes à Dakar. En marge du 15e sommet de la francophonie, le Sénégal, fidèle à une tradition, a décidé d'édifier un village de la francophonie. Dans ce village, on y trouve une grande diversité, de la musique, de la couture à la peinture, sans oublier la lecture. Parmi tant d'autres secteurs d'activité, tous les pays francophones y sont représentés. Les visiteurs sont comblés. La francophonie, c'est l'unité dans la diversité. Et donc on retrouve ici tous les genres, on retrouve ici tous les supports artistiques, médiatiques. Et cela, c'est extrêmement important pour le développement de la francophonie. Donc, en visitant le village, j'ai un sentiment de fierté. Des entreprises nationales et internationales, des ONG, la société civile, toutes sont venues exposer à Dakar. Les attentes de ces dernières ne sont pas moindres. Et nous pensons que si on regarde cette question économique, si on veut que les jeunes et les femmes soient acteurs, actrices de développement, il faut régler cette question économique. En Afrique, les jeunes sont touchés 6 fois plus par le chômage que les adultes. Donc vous avez ces problématiques. Les jeunes et les femmes, si on veut régler la question de leur devenir en tant qu'acteurs de développement, il faut régler, nous le pensons, la question de l'économie populaire, sociale et solidaire. Les attentes, c'est que cette diversité puisse servir à améliorer les différents genres artistiques et littéraires. Que dans cette diversité qu'on trouve qu'on retrouve des co-éditions, des co-réalisations, qu'on trouve des contrats qui sont signés par des maisons d'édition différentes, par des cinéastes avec des pays différents. Mais tout cela dans l'espace francophone. Et je pense qu'aussi il y a des retombées économiques qui sont attendues. Le village de la francophonie est ouvert au public tous les jours de 10h à 22h jusqu'au 30 novembre 2014. Avant d'arriver au Sénégal pour le sommet, il faut rappeler que François Hollande était en visite à Conakry en Guinée. Au cours de cette visite, le président français a échangé avec plusieurs acteurs intervenants dans la lutte contre le virus Ebola. L'hôte du jour a même pris place dans un centre de traitement aux côtés de personnes guéries d'Ebola. Tout un symbole. Cette première visite du président français à Conakry est la preuve de l'attachement de la France au peuple de Guinée, confronté depuis plus de 8 mois à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La présence de François Hollande aux côtés de son frère et ami le professeur Alpha Condé vise donc à booster les efforts en cours dans l'éradication de la maladie à virus Ebola. Ici à l'hôpital national d'Onka, première étape de son programme de travail, François Hollande et le professeur Alpha Condé ont d'abord visité le laboratoire de l'Institut Pasteur de Paris. C'est ici où sont analysés les échantillons des malades suspects et confirmés au virus Ebola de la capitale et ses environs. Conakry, tant mieux, nous avons moins de cas, mais c'est en Guinée forestière qu'il y a là la recrudescence. Ce que vous faites en Guinée, c'est pour l'Afrique occidentale, parce que nous savons bien que s'il n'y a pas l'action suffisante, il y aura des contaminations. On sait aussi d'où elles sont venues, donc il y a une solidarité entre Guinée, Sierra Leone et Libéria. Mais ce que vous faites, Monsieur le Président, avec vos équipes, c'est également de permettre qu'il y ait le moins de risques possible pour l'extérieur, sans que nous ayons à prendre des mesures discriminatoires. Les travailleurs de l'hôpital national d'Onka ont vivement acclamé cette visite du président français à Conakry. Ils se disent réconfortés et optimistes quant à l'éradication très prochaine de l'épidémie du virus Ebola. La visite de François Hollande à Conakry est surtout le témoignage que la Guinée est loin d'être un pays isolé, mais bien un pays fréquentable. Nous l'évoquions tout à l'heure, à Dakar, les chefs d'État et de gouvernement doivent réfléchir sur les questions de gouvernance sur le continent, sur ces mandatures présidentielles rallonges. Sachez qu'au Togo, un mouvement de contestation continue de se développer. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Lomé. Des manifestations pour empêcher le président Faure Gnassingbé de briguer l'année prochaine un autre mandat. Nouvelle
nouvelle journée de tension dans la capitale togolaise. Mais cette fois-ci, le climat est particulièrement surchauffé. Comme l'Obama l'a dit, que chaque pays africain et chaque président doit faire au moins 2 mandats, Ford n'a qu'à quitter au pouvoir. Pas de consensus possible avec les autorités avant la présidentielle. Nous voulons ces réformes avant toute élection. Pourquoi est-ce qu'on associe le problème de candidature au problème des réformes? Adversaires et partisans du président togolais se renvoient la balle. Le camp du chef de l'État conditionne les réformes politiques à la candidature de Faure pour un 3e mandat. Le camp présidentiel n'est pas hostile aux réformes. Le camp présidentiel est hostile à l'instrumentalisation des réformes. Il y a une majorité de Togolais qui considèrent que le président de la République a fait ces dernières années du bon travail et ils estiment qu'il faut lui laisser la possibilité, s'il le souhaite, d'être candidat à la prochaine élection. C'est avec nos balais que nous allons balayer. La lutte contre la candidature du chef de l'État s'intensifie. Le Togo a désormais une réplique du balai citoyen, le mouvement populaire à l'origine du départ du président burkinabé. Le mouvement est en train de réunir 500 000 signatures pour exiger le retrait de la Constitution, celle qui permet au président togolais de se présenter sans limite. Dans l'actualité également, cette attaque d'une extrême violence contre une mosquée à Kano, principale ville du nord du Nigeria. Des hommes armés y ont pénétré, un véritable carnage, un double attentat suicide. La mosquée prise pour cible est dirigée par l'un des principaux dignitaires musulmans du Nigeria. Il y a quelques jours, il avait appelé à prendre les armes contre le groupe terroriste Boko Haram. De longues minutes durant, les assaillants mitraillent tout ce qui bouge. Quelques instants plus tôt, plusieurs explosions. Il s'agirait d'attentats suicides. Cette attaque a été minutieusement exécutée. Les blessés et les morts se comptent par dizaines. Visée, la grande mosquée de Kano, où les assaillants ont pu pénétrer, et le palais de l'émir de la ville, l'une des personnalités musulmanes les plus influentes du pays. L'Amido Sanusi s'était fait remarquer il y a quelques jours. Il avait alors appelé à prendre les armes contre Boko Haram. Selon des témoins, l'homme n'était pas présent au moment des faits. S'il n'y a pas encore eu de revendication officielle, tout porte à croire que Boko Haram ou ses proches sont à l'origine de l'attaque. Le 14 novembre dernier, déjà un attentat suicide a fait plusieurs morts dans la ville. L'organisation a pris les armes en 2009, elle s'en prend aux chrétiens mais aussi aux musulmans et cherche à instaurer un État islamique dans le nord-est du Nigeria. Cette semaine, c'est à Maiduguri, une autre ville de la région, que 2 kamikazes se sont fait exploser. Là-bas, ce vendredi, des milices locales ont réussi à déjouer un nouvel attentat. Les explosifs ont pu être désamorcés à temps. Dans le reste de l'actualité, la répression de 2011 en Égypte, l'accusation de complicité de meurtre contre Moubarak levée. La justice égyptienne a abandonné ce samedi les charges de complicité de meurtre qui visaient l'ancien président Hosni Moubarak, accusé d'avoir donné l'ordre de tirer sur les manifestants qui réclamaient son départ en 2011. Par ailleurs, 5 hauts responsables de la sécurité, dont l'ex-ministre de l'Intérieur de l'ancien Raïs, ont été également acquittés. La justice vient de lever l'accusation de meurtre contre Moubarak. En clair, il est acquitté. Et le Mali, avant de refermer cette édition, l'atelier de validation du document de stratégie de développement de l'économie numérique a pris fin ce vendredi à l'issue des 2 jours d'échange. Écoutons quelques réactions. C'est la première fois qu'il y a une stratégie. On invite les acteurs à participer à l'élaboration de la stratégie, à donner leur avis, tout ça. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est mieux que de venir imposer quelque chose. On est toujours à côté, nous pensons. Et surtout dans ce domaine du numérique où chaque 15 jours, ça va à 600 km/h. C'est évident. La loi sera toujours à la traîne par rapport au développement du numérique. C'est une très bonne chose. Et ce qu'on a retenu aussi, c'est de pouvoir regrouper tous les acteurs
régulièrement pour parler de ce qu'il y a. Moi, je pense qu'il faut rajouter qu'il faut un comité de suivi au niveau du gouvernement pour voir où va le numérique, pour adapter cette stratégie du numérique. Absolument satisfait. Je pense que nous avons eu 2 journées de débats riches, débats variés, nourris, chacun a apporté sa contribution et tout cela contribue à améliorer le document de stratégie nationale pour le développement de l'économie numérique. Et c'est sur cette note de satisfaction que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre attention. Excellente suite de programme sur la première chaîne panafricaine.